Et bienvenue, pas le temps de jouer, épisode 4. On se retrouve de nouveau pour le podcast des explorateurs du backlog des jeux sous blister. On revient sur l'actu en fonction de l'actualité, sur certains jeux, voir ce qu'ils ont apporté, est-ce que c'est toujours bien ou pas. On sort un peu tous les jeux qu'on a achetés sur les soldes de Steam et on voit ce que ça donne. Je suis avec Bruno, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Écoute, ça va chaudement, hein, c'est l'été bientôt. Enfin, d'ailleurs, c'est déjà l'été. Alors, je crois que ce mois-ci, tu vas nous parler de Metroid, c'est ça ? Alors oui, Metroid Prime. Pas la série en général, juste les épisodes 3D. Parce que je trouve que ça fait une série à part entière déjà intéressante. Ok, super. Moi, dans mon cas, je vais parler de un jeu pas vraiment compatible, pas le temps de jouer, mais aussi beaucoup en même temps, c'est Final Fantasy XIV. J'aurais pas mal de trucs à dire aussi. Peut-être que je te donnerai envie de jouer à un MMO, peut-être. Bah écoute, pas le temps de jouer, c'est parti. Eh bien, c'est parti pour la première partie. Bruno, tu vas nous parler de Metroid Prime, c'est ça ? C'est ça. Alors Metroid Prime. Metroid Prime, c'est la continuité de la série des Metroid, qui est quand même une des premières licences Nintendo, auquel je pense que tout le monde a joué au moins un épisode, qui étaient des jeux qui ont défini beaucoup de choses pour l'époque. C'est pas pour rien que encore aujourd'hui on a le genre s'appelle Metroidvania. C'est vraiment un type de jeu très particulier basé sur l'exploration et sur le fait de débloquer des zones au fur et à mesure des capacités qu'acquiert le héros. Moi j'aime bien schématiser ça par un Zelda 2D, un Zelda vue de côté pardon. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres mécaniques. Et Metroid Prime, donc c'est une trilogie qui a commencé sur GameCube en 2002, après une très 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 longue absence de la série, puisque si on regarde, il y avait eu un épisode NES, un épisode Game Boy et un épisode Super NES. Il n'y a rien eu sur Nintendo 64, c'était vraiment une licence que Nintendo avait laissé dormir, et qu'ils ont confié en 2000. Moi, je me souviens de la version Game Boy Advance. La Game Boy Advance, oui, mais j'en parlerai juste un petit peu pour faire un petit point sur l'histoire de la série. Parce que la Game Boy Advance, en fait, elle est sortie après le Metroid Prime. C'est juste après, quoi. Quelques mois après. Et donc, quand ils ont annoncé Metroid Prime au départ, ça a fait un peu peur à tout le monde, parce que c'était pas Nintendo qui s'en occupait. Ils ont confié ça à un studio texan, qui avait pas une grande renommée à l'époque, c'était le studio Retro Studio. Je reviendrai sur les conditions dans lesquelles ils ont fait Metroid Prime tout à l'heure aussi, parce que ça vaut le détour. Il y a eu 2 ans de développement et le jeu est arrivé en 2002 sur GameCube, et ça a été une claque monumentale. Alors moi, petit disclaimer, Metroid Prime, j'ai un affect très très particulier à la série. C'est vraiment une série dans mes souvenirs de joueurs des 20 dernières années, Metroid Prime est bien placé, quoi. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré à l'époque et je trouvais J'ai pas touché du tout. Ouais, je t'écoute. J'ai joué, j'ai fait le premier sur NES à l'époque. Ouais, alors ça, je me rappelle toujours, pour moi, la musique de l'écran titre reste gravée dans mon cerveau toute ma vie. La version, bien sûr, le Super Metroid sur Super NES, magistral. Ah oui, et puis la version Game Boy Advance, mais après, d'ailleurs, je n'ai plus jamais touché. Ouais, alors que moi, tu vois, jusque-là, c'était pas une série sur laquelle j'avais un affect énorme. C'est-à-dire que j'avais touché à la version Super NES, mais je l'avais pas fini parce que j'avais pas eu le jeu, donc j'y avais joué chez des amis, quoi. Et c'est pas un jeu auquel tu peux jouer 10 minutes et être impressionné. C'est un jeu qui gagne sur la durée, quoi. C'est pas un jeu immédiat, Metroid. C'est souvent un peu difficile à prendre en main au départ. Et Metroid Prime, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté sur la GameCube quand je l'ai acheté. Réticent parce que je venais du PC, que c'était présenté comme un FPS. Et donc moi, joueur PC à la souris, etc., je ne me voyais pas du tout enchaîné là-dessus.
Et pourtant, j'ai pris un pied énorme. Je vais expliquer pourquoi, et surtout, est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui? Parce que c'est un peu le but du podcast, hein, on est d'accord. Et bah écoute, ça a vieilli, on va pas se le cacher. Déjà graphiquement, bon, C'est plus tout jeune. voilà, graphiquement, c'est clair que c'est de la GameCube, donc faut pas oublier que c'est une console qui a 48 mégas de RAM, je crois, ou 32 même. Donc faut pas s'attendre à des textures super détaillées, et c'est de la géométrie un peu à la serpe. Et pourtant, Metroid Prime 1, eh ben, il reste très beau, quoi. C'est un jeu qui, parce qu'ils ont fait des bons choix en termes de design, etc., bah, ça reste complètement acceptable aujourd'hui. Euh, Là-dessus, moi, sur l'aspect graphique, honnêtement, ça m'a choqué 5 minutes, et puis c'était fini, quoi. Je suis rentré C'est la dedans, et... direction, Ouais, c'est la direction artistique qui est réussie surtout, je pense. oui. C'est la direction artistique, puis même la façon... En fait, déjà, c'est un jeu où il n'y a pas d'humanoïde. Tout ce que tu affrontes, au début, c'est des champignons, des insectes, ce genre de choses. Il y a les pirates de l'espace, mais sont sur des formes de scarabées. Du coup, qui est une géométrie simple, c'est pas trop gênant. Tu vois, t'as pas cette espèce d'effet où quand tu vois les visages mal texturés 10 ans plus tard, quoi. T'as pas ce Ouais. choc-là. Et voilà, après, bon, les décors, c'est des textures de pierre, c'est des textures de mousse. Clairement, quand tu t'approches de la texture, elle est vraiment, elle fait 12 sur 12, quoi, en pixels, mais ça va, quoi. Et surtout parce qu'ils ont beaucoup bossé leurs petits effets d'ambiance et des petits effets graphiques que je trouve encore hyper pertinents aujourd'hui et qui sont ouais, un cas d'école pour moi dans le premier. Donc voilà, premier, ambiance et graphique, moi vraiment ça me parle. Alors, juste un petit mot sur l'ambiance. Vu comme je disais que la licence était dormante chez Nintendo et qu'ils avaient filé ça à un studio texan, dans le premier, principalement dans le premier, tout le début du jeu, l'ambiance, c'est réellement Super Metroid sur NES. Ils ont même pas cherché à créer des nouveaux biomes ou des nouvelles choses. C'est vraiment, tu retrouves le même genre de palette de couleurs et d'ambiance que tu avais sur le Super Metroid de la Super NES. Ça change un peu par la suite, mais c'est vraiment un jeu qui pose quelque chose, le même sentiment de solitude que tu as dans les Metroid, et qui pour moi est quelque chose qui est hyper important. J'y reviendrai après plus tard, pourquoi. Bah, c'est un Mais, peu la base de ce jeu, c'est quand même un peu un côté claustrophobique, isolé face aux adversaires. En tout cas, c'est moi la perception que j'en ai. c'est un côté alien, ouais. Oui, et je vais revenir là-dessus, parce que c'est pour ça que je parlerai de l'épisode Game Boy Advance après. Oui, alors pour moi aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu où tu explores seul, sans dialogue, des trucs un peu bizarres, et des fois un peu... Dans Super Metroid, il y avait des passages qui étaient même un peu flippants, parce que je l'ai refait récemment sur, sur 3DS et sur la New Super NES Mini, là. Euh, et c'est un jeu qui avait vraiment une ambiance à la fois effrayante par moments, avec des designs de monstres qui étaient quand même un peu dégueulasses. Euh, et puis ouais, un sentiment de solitude. Et ça, ils ont vraiment réussi à le transposer sur la version GameCube, où t'as vraiment un sentiment avec la musique qui est extraordinaire. Les musiques des Metroid Prime sont vraiment très bonnes. Et t'as à la fois vraiment le sentiment d'être sur une planète étrangère, avec des trucs tout bizarres partout. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui bah, c'est très mécanique, hein. C'est les ennemis, le même ennemi il va tourner en rond sur sa plateforme, tu vois, tu le vois à milieu, quoi. Mais, euh, mais quand même, il y a vraiment quelque chose qui percute dans l'ambiance, principalement dans le côté immersif, euh, puisque j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur Dead Space. C'est un jeu je pense que c'est celui qui allait le plus loin de tous les jeux auxquels j'ai joué à ce niveau-là. C'est un jeu où le casque de ton personnage est un casque qui existe dans le jeu. Donc quand tu te prends une projection d'eau dessus, ça fait des gouttes sur le casque. Quand tu passes dans la lave, t'as la lave qui coule doucement sur le casque. Quand tu prends de la vapeur d'eau, la vapeur se dépose à chaque fois. Quand t'as un flash lumineux dans le ciel, tu vois le visage de ton personnage qui se reflète dans le casque. Donc le casque a vraiment... Enfin, t'es immergé, quoi. T'es vraiment dedans, c'est lui qui t'affiche tes informations de vie, etc. Et ça marche, chez moi, ça marche à fond. Pas me cacher, je le sais, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'immersion de ce genre-là. Et ça, vraiment, sur le premier, c'est vraiment... Enfin, c'est un maître étalon absolu.
de ce genre-là, à mon sens. Euh, Après, d'un point de vue gameplay, donc on est face à un truc qui se présente comme un FPS, mais qui n'en est pas un, puisque la visée n'est pas, euh, elle est automatique en fait. Tu peux loquer les adversaires pour leur tirer dessus. Sur la version GameCube, la version Wii qui est ressortie après, elle a une visée plus libre à la Wiimote. Ce qui fait que là, on est pour le coup dans la version Wii, on est dans un FPS quoi. On est dans un FPS, mais on n'a pas beaucoup d'ennemis. Les combats sont pas la partie la plus intéressante du jeu, mais c'est pas déconnant quoi. On est sur des trucs d'esquive avec des. Enfin, c'est bien pensé. Pour un FPS console, c'est très agréable, et même si on n'est pas fan des FPS console, celui-là, il n'y a aucun problème à y jouer. Euh, je trouve vraiment bien foutu. Alors, après Metroid Prime, donc c'est un jeu, comme je disais, où tu explores, tu trouves des objets qui te permettent de débloquer des passages. Et d'explorer plus en amont le truc. Là, c'est clairement. De mon côté, ça a un petit peu vieilli, cette mécanique-là, parce qu'il y a plein d'objets qui sont posés, enfin, qui sont pas justifiés, enfin, ils sont juste posés là, quoi. Tu marches et puis tu trouves un objet. Euh, Ça fait toujours bizarre quand tu es dans des ruines qui sont désertées depuis très longtemps de trouver un objet compatible, genre un rayon de puissance compatible avec ton armure. Ça a tendance un petit peu à me sortir du trip. Ouais, ça, Mais c'est la problématique de la cohérence de l'univers avec l'adéquation avec le gameplay, et parfois ça marche pas, quoi. voilà, c'est ça. Après, bon, eux, ils le justifient par plein de petites combines, mais moi, de mon côté, il faut en faire abstraction. C'est des règles du jeu, quoi. C'est comme les ennemis quand tu butes un insecte et qu'il te lâche des réserves de missiles. Faut l'accepter, c'est comme ça. C'est des trucs qui viennent de la version NES et Super NES, et ils n'ont pas cherché à corriger la formule là-dessus. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est un parti pris. On l'oublie assez vite, et puis ça fait partie du jeu, et on accepte la règle. Je pense que ça fait un peu partie du cahier des charges de Nintendo parce qu'on est Ah, quand mais même sur une console qui est un très grand public, quand même destination quand même d'un public parfois plus jeune. Je pense que oui, c'était ce qui était demandé par Nintendo. oui, et puis c'est en adéquation avec un jeu basé, enfin la philosophie de Nintendo où c'est le gameplay avant tout, quoi. Et, euh, et Metroid est complètement à part dans la série des licences Nintendo. Si tu regardes les Mario, les Zelda, etc. Effectivement, c'est des trucs gameplay avant tout. Et Metroid, il y avait vraiment une ambiance. Ils ont choisi de conserver ce côté gameplay. Moi, ça me dérange pas, hein. Assez vite, tu l'oublies et tu acceptes ces règles-là. C'est juste de temps en temps, tu fais ah bon, je viens de buter une plante géante et elle me file une armure. Ok, pourquoi Ouais, pas. ça, c'est le côté qui te choque parce que tu es un adulte, Parce que je suis un je adulte, pense. et parce que c'est ce que je recherche dans les jeux vidéo. En fait, comme tu disais, tu vois, et voilà, donc je pense qu'il y a plein de gens qui passeront complètement outre, et c'est très bien. Encore une fois, hein, je dis ça peut choquer un petit peu hein, d'un point de vue cohérence. En tout cas, moi, c'est ce qui a tendance de temps en temps à me sortir un peu du trip. Mais rien de méchant. Ce qui est un peu plus chiant par contre dans Metroid Prime, c'est il te demande de scanner beaucoup de choses pour débloquer des passages ou d'avoir des informations. Et là, clairement, la mécanique de scan, elle a quand même bien vieilli. C'est un peu long. Voilà, ça c'est là où le jeu accuse un peu son âge, je trouve, personnellement. Euh, et puis dans sa structure, tu, je pense que je vais revenir un peu sur son développement là-dessus. Le jeu, il y a beaucoup d'allers-retours, ça c'est normal dans la série. Mais là, dans la façon dont ils ont structuré les niveaux, etc., il y a des moments où vraiment il y a certains passages que tu vas refaire 5-6 fois sans qu'ils soient très intéressants, juste pour aller chercher un truc, c'est un petit peu long. C'est dommage, ils auraient pu condenser ça un petit peu. C'est une petite critique. C'est pas la plus grosse que j'aurais à formuler. La plus grosse, c'est à la fin du jeu, où en gros, tu pensais avoir tout débloqué, on va te demander de choper 12 artefacts pour ouvrir le passage final vers la porte du boss. Et là, clairement, c'est du backtracking. Tu refais tous les niveaux pour trouver ces putains d'artefacts et essayer de les. Voilà. Ça, c'est un peu long. Franchement, la dernière quête à ce niveau-là, un peu relou, surtout que tu pensais vraiment avoir fini, avoir tout exploré. Bon, un peu dommage. Mais sinon, c'est un jeu qui se laisse vraiment refaire pour moi. Il n'y a pas de souci. J'ai vraiment pris mon pied. Moi, j'y ai joué sur la version Trilogy qui était sortie sur la Wii. Moi, j'y ai joué sur Wii U. Voilà, ça marche très bien et ça détecte bien les mouvements. La Wiimote, c'est propre. Il n'y a pas de. Juste une question, Oui. peut-être que je vais te couper un petit peu ta conclusion, mais du coup, hormis une version Wii U, Wii ou GameCube pour ceux qui ont vraiment des consoles, c'est trouvable aujourd'hui sur Switch ou ça c'est Alors, juste introuvable? sur Switch, c'est introuvable. Pour l'instant, la dernière version disponible, c'est la version Trilogy sur Wii U.
que tu peux acheter en dématérialisé. La version Trilogy en Wii, elle est introuvable neuve et elle est très recherchée en occasion, donc c'est compliqué. Mhm. Euh, Sinon, bah, ça veut dire passer par émulateur, en D'accord. gros. Pas trop le choix. Mais voilà, c'est en légal, c'est compliqué à trouver. Mais on y arrive. Si Ouais. on a une Wii U, Peut-être. ça marche. Si on n'a pas de Wii U, c'est Oui, tu vas faire plus un chiant. tour au cache converteur du coin, peut-être trouver une version d'occasion. Oui, voilà, ouais. Et donc j'en reviens juste sur le développement parce que c'est un développement qui a été qualifié par tous les mecs qui ont bossé dessus comme un enfer. Le premier Metroid Prime. Clairement, ils en ont chié. Ils ont fait un crunch pendant 18 mois, je crois. Global, ils ont abandonné la boîte 4 projets, ils ont tout lâché pour faire Metroid. C'était des réunions tout le temps avec le Japon, etc. Ça a vraiment été un développement très très compliqué. Mais le jeu est vraiment une réussite incroyable. Suite à ça, Nintendo les a rachetés en estimant que c'était un bon studio, que c'était bien de les avoir dans leur écurie, et on leur a demandé de faire une suite, puisque le premier a très bien marché, en tout cas à l'échelle de la GameCube. Et là, Retro a dit ok, mais on veut plus de maîtrise, on veut choisir un petit peu nous, notre patte graphique et ce qu'on veut mettre dedans. Nintendo a dit ok, sous supervision, mais ok. Et ça donne Metroid Prime 2 Echo, donc qui est sorti 2 ans plus tard, et qui c'est un cas compliqué pour moi, parce que c'est exactement le même gameplay que Metroid Prime, avec euh, qui a été amélioré d'un point de vue level design et backtracking, c'est ce que je disais. Ils ont un peu plus recentré la façon dont tu trouves les upgrades, donc c'est un peu plus naturel. Enfin, tu vois, tu étais dans des espèces de mini-zones dans lesquelles tu vas pouvoir débloquer différents passages avant de passer à une autre mini-zone. Euh, Quand je dis mini-zone, c'est un quart du jeu, quoi. Mais ce Mhm. qui fait que tu as moins de Ouais. passages dans tous les sens pour revenir dans la zone de tout départ pour choper un truc, quoi. Euh, et voilà, enfin bref. C'est un jeu qui, à ce niveau-là, est mieux, mais j'aime j'aime pas son design. Ah, donc Il a la perdu des... liberté sur le design est ratée. Ouais, moi j'ai vraiment du mal avec les environnements qu'ils ont fait. C'est un jeu qui est plus terne, qui est moins coloré, dans lequel ils ont rajouté des PNJ qui te parlent, donc t'as moins le sentiment d'abandon et de solitude. Euh, et ouais, c'est dommage. Tu vois, c'est du coup, d'un point de vue gameplay, etc., et construction de niveau, je trouve supérieur. Mais d'un point de vue, moi j'accroche moins, voilà, tout simplement. Ils ont mis un système de monde, de double monde en fait, un monde de la lumière, un monde de l'ombre, dans lequel tu peux passer de l'un à l'autre. Au final, c'est un peu Mhm. gadget. Tu, ouais, il y a plein de petites choses comme ça. Enfin, les ennemis ont moins de gueule. Enfin, je sais pas. C'est pas un jeu sur lequel j'ai réussi à avoir le même sentiment que j'avais dans Metroid, d'émerveillement permanent, quoi. Donc ça m'a un peu, je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est un jeu qui est très bon, parce que j'ai pris plaisir à trouver les mécaniques, j'ai trouvé les énigmes super bien foutues, les niveaux sont géniaux, il y a plein de trucs vachement chouettes, mais j'aime moins. C'est con, hein, des fois, la vie. Bon, c'est déjà pas grand chose, mais oui, oui. Ça Non, tient mais je pas à comprends grand ce que chose. tu dis par rapport au rajouter des PNJ dans un jeu où qui joue sur la claustrophobie, Hmm. l'isolement. Ouais, alors il y en a pas beaucoup, hein, c'est un mec qui te donne des missions, etc. Mais justement, c'est un mec qui te donne des missions. Euh, Oui, c'est ce qu'il y a de pire. On voilà. pourrait avoir des gens, par exemple, je vais prendre un exemple un peu similaire mais différent qui est Alien Isolation. Mhm. Il y a des PNJ, mais enfin, les PNJ sont pas là, entre guillemets, pour te dire va me chercher ça, faire des quêtes FedEx ou je ne sais quoi. Hmm. Ils sont là pour ajouter quelque chose un peu à l'histoire Bah là, et à l'ambiance. ouais, alors là, il te rajoute du lore en fait. Il t'explique pourquoi enfin, la planète, pourquoi les choses sont passées comme ça, etc. Mais ouais, ouais, voilà, ça m'a pas plu quoi. Enfin, ça m'a pas vraiment titillé. Bref, passons, hein, c'est pas bien grave. Et là-dessus, bah, ils avaient quand même leur scénario appelé à une conclusion. Parce qu'il y avait toute une histoire sur le Phazon et Dark Samus. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas très important pour nous. Euh, et ils ont fait. Alors, je pense qu'ils avaient commencé le développement sur, je crois, au tout début de la Wii. Enfin, quand la Wii n'existait pas encore, quoi. Nintendo leur a filé le truc en disant que ça devait être un titre de lancement de la Wii. Et ils ont fait l'épisode 3, donc Corruption. Euh, alors, il est sorti en 2007, donc en fait, il est sorti un an après la Wii U.
la Wii, je crois. Euh, et alors, là, pour le coup, je retombe sur une ambiance qui me plaît, pas au début. Le début est une catastrophe. Je déteste Metroid Prime Corruption. Les 2 premières heures de jeu, je trouve ça raté complètement. C'est du Halo. T'as des mecs qui te parlent, t'as des briefings de mission, tu as une attaque alien sur une base avec des PNJ, des Space Marines qui tirent avec toi. Enfin, c'est c'est une cata quoi. Euh, je- Rendez-moi mon Metroid tout seul sur ma planète, perdu, pitié. Enfin, vraiment, ça va pas. Après, t'es un peu plus lâché tout seul et ça va mieux. Déjà graphiquement, c'est le plus beau des trois très largement. Les gens qui disaient que la Wii c'était qu'une GameCube améliorée, bah oui, c'est qu'une GameCube améliorée, mais quand tu l'utilises bien, ça fait des trucs que la GameCube pourrait jamais faire. Donc c'est quand même un jeu qui a des environnements beaucoup plus chiadés, beaucoup plus jolis que les 2 premiers épisodes. Après, il est un peu le bordel, c'est un peu le bordel sa structure, puisque tu peux voyager sur différentes planètes, tu as différents sites d'atterrissage pour ton vaisseau, ce qui fait que ça morcelle beaucoup l'expérience, t'as pas cette espèce d'énorme niveau, tu sais, que tu ouvres petit à petit, quoi. Là, c'est tu découvres on te donne des points d'atterrissage. Alors ouais, c'est bon, maintenant tu peux aller sur telle planète, tu peux aller atterrir là. Et puis bah ok, bon, tu dois trouver un nouveau point d'atterrissage pour le vaisseau. C'est un peu morcelé et ouais, j'ai pas la même sensation. Les énigmes sont pas mal, mais ouais. Et puis un autre défaut, c'est que le jeu est plus simple. Alors il est à la fois plus simple et ils ont rendu les ennemis beaucoup plus résistants du fait de la visée à la Wiimote, je pense. Et puis pour justifier le fait que tu as un espèce de mode super guerrier où t'appuies et tu défourailles tout quoi. Ce qui fait que les combats sont un peu longs pour le coup là. Le moindre ennemi, tu balances 15 salves de tir dessus pour l'avoir. Donc ça rend le tout un peu laborieux et en même temps le jeu est le plus simple des trois, vraiment. C'est-à-dire que tu le finis sans suer une seule seconde. Et il y a plein de gimmicks à la Wiimote, parce que là pour le coup t'es obligé d'y jouer à la Wiimote celui-là, tu peux pas y jouer autrement, parce qu'il est sorti que sur Wii à la base. Mhm. Et ces gimmicks-là, enfin voilà, c'était pour justifier la Wiimote et c'est chiant quoi. Tu sais, des trucs où tu dois interagir avec le bras, tourner le bras dans un sens pour activer un mécanisme, etc. C'est un peu relou. Euh, Et c'est ça qui a conclu la trilogie des Metroid Prime. C'est ce qui me fait un peu plus mal. Alors le jeu est très beau, l'ambiance est super, elle est vraiment là, les musiques sont là, etc. Mais d'un point de vue level design et action, moi je trouve qu'il est moins bon quoi. C'est dommage. Donc ma conclusion c'est qu'ils sont jouables tous les trois. Faut juste, ça reste des très grands jeux, hein. Là je fais mon blasé en disant ils sont moins bons, mais ça reste des très 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 bons jeux les trois. Après C'est je des jeux longs pense que en le termes de premier durée de vie. restera à tout jamais dans mon cœur. 12-15 heures. Pour chaque titre, Pareil. ça va. Ouais, ça va, ouais. C'est raisonnable. Euh, je vais juste faire une petite parenthèse parce que je l'avais dit sur la chronologie des Metroid. Parce qu'en fait, si tu écoutes le papa, le mec qui a créé le premier Metroid Prime, le premier Metroid sur NES, lui t'expliquait que ce qu'il voulait faire c'était un jeu avec une histoire très forte et des personnages très forts. Avec un scénario, avec des dialogues, avec tout ça. Et qu'il ne pouvait pas le faire à l'époque par contrainte technique. C'est pour ça que sur NES il l'avait pas fait. Moi je trouve ça étonnant parce que Zelda, quoique Zelda il n'y a pas beaucoup de dialogue, tu me diras dans le premier. Euh, mais voilà, il l'avait pas fait par contrainte technique. Il l'avait pas fait sur Super NES non plus parce que c'était plus un remake qu'autre chose. Et, euh, et ce mec-là, après la parenthèse Retro Studio, donc, il est revenu aux affaires et il a chapeauté un jeu qui s'appelle Metroid Prime Other M, qui est sur Wii aussi, et auquel là pour le coup, il faut pas y jouer. Enfin, c'était peut-être moyen à l'époque, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas beau. C'est moins beau que les Metroid Prime qui étaient sortis avant. Vraiment, c'est un shooter, enfin un jeu d'action vu troisième personne ou de côté, ça dépend des moments, mais avec un gameplay qui a vachement vieilli et ça n'a plus rien de Metroid. Il y a des cutscenes dans tous les sens, il y a Samus qui parle avec une voix off façon robotique tout le temps pour te raconter des conneries qui ont aucun intérêt. Euh, tu trouves pas les items si on te les débloque, on t'autorise à utiliser ça. En gros, t'as ton Oui, tu super. m'en avais parlé, Voilà. effectivement. Et c'est juste. Non, c'est non. Enfin, là, j'ai pas pu quoi. Vraiment celui-là. Je m'étais dit, je l'avais acheté en solde et je m'étais dit, je le ferai un jour. Et j'ai essayé et c'est pas bon quoi. Enfin, c'est vraiment pas ma cam.
Ouais, Euh, on retrouve les problèmes de cohérence. Voilà, t'as tout le matos dès le début, mais tu n'as pas le droit d'utiliser. oui, c'est ça, c'est stupide. Et puis en plus, elle le fait de temps en temps sur certaines conditions, et d'autres, elle refuse de le faire. Enfin, les dialogues n'ont pas de cohérence, c'est une catastrophe. Voilà, et après, il y a eu 2 épisodes GBA euh, qui sont Zero Mission Fusion. et Fusion. Alors, la chronologie Metroid, c'est le bordel, hein. Il y en a partout, ça va dans tous les sens. Mais quand tu regardes justement le Zero Mission, c'est un épisode qui est beaucoup plus narratif que les autres. Euh, et c'est là où tu vois que la série est vraiment bicéphale à ce niveau-là. T'as vraiment des épisodes à ambiance et où t'es perdu tout seul et c'est de l'exploration. Et c'est pour moi le 1, le 2 sur Game Boy, le Super Metroid et les 2 premiers Metroid Prime, je dirais, le troisième un peu moins. Même si elle parle pas, s'amuse dans le 3, donc on pourrait le considérer aussi. Et puis t'as des épisodes beaucoup plus linéaires et narratifs. Euh, Moi, j'ai pas joué à cela. Là, ce que je dis, c'est ce que j'ai lu ou vu dessus. C'est pas ce que j'attends d'un Metroid. Donc, moi, comme je suis comme toi, Metroid, t'es largué sur une planète tout seul et c'est vraiment explorer dans la solitude, quoi. Et j'ai besoin de ces sentiments de me sentir seul et sur une planète hostile ou inconnue. Et si je l'ai pas, j'ai un peu de mal à rentrer dedans. C'est ce qui se passe d'ailleurs sur Metroid Prime 3 où au final t'es jamais tout seul, tu te communiques avec des Space Marines, etc. Et du coup ça m'allait moins. Voilà, c'est ce qui conclut ma Ok. superbe trilogie Metroid Prime. Donc c'est des jeux tout à fait jouables encore aujourd'hui, si on a une Wii U, sinon on galère. Et, et tant qu'à faire, autant faire les versions Wii, hein, la visée est plus sympa, il y a certains passages qui sont plus faciles à la Wiimote que la version GameCube, qui se contrôle qu'à la manette. Et du coup, c'est un passage un peu compliqué à gérer là-dessus. Voilà. Euh, Ok, bah écoute, merci Bruno. ouais. Pour sinon, les gens comme moi, j'attendrai la version Switch hein, s'il sort un jour. J'espère, on attend le 4. Bah, le 4 qui a été justement confié à nouveau à Retro Studio du Rebooté. coup. Oui, Ah mais ouais, tout à fait. C'était un studio de Singapour et je crois qu'ils ont tout annulé parce que les standards de qualité n'étaient c'est pas à ça. la hauteur de C'est ce qui était ça. attendu. Et Retro Studio est arrivé en disant bah nous on a un projet, si vous voulez, on peut faire ça. Apparemment ils sont arrivés avec un prototype et Nintendo leur a dit banco, allez-y quoi. Et donc on a hâte. Bon, enfin moi j'ai hâte du coup. Ok, bah écoute, en attendant, on va patienter. Bah, merci pour cette petite rétrospective Metroid. On va passer à la suite avec FF14. Et donc là, Thomas, tu vas nous parler d'un jeu auquel je ne connais rien. J'y ai jamais joué. Je crois que j'ai jamais joué à un Final Fantasy de ma vie plus que 10 minutes. Et c'est pas grave, je vais t'écouter avec plaisir. Bah écoute, ouais, je vais essayer de peut-être te convaincre. Donc je te parle encore d'un jeu que tu connais pas. Donc c'est Final Fantasy XIV. Donc un MMO, hein, un jeu massivement multijoueur. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, donc FF14, c'est probablement l'un des ou le MMO le plus populaire du moment. En mai dernier, il y avait 16 millions de joueurs inscrits, donc c'est quand même Ah oui, assez, quand même. ouais, c'est assez monstrueux. C'est un jeu qui a quand même une histoire aussi très particulière et c'est un jeu qui est à la fois parfait pour les joueurs occasionnels, les casus, hein, voilà, pour les gens qui n'ont pas de temps de jouer, et pour les gens qui veulent pouvoir passer des centaines d'heures dessus, ça convient parfaitement. Juste pour un peu resituer, c'est aussi un jeu qui a une histoire incroyable et qui est probablement l'un des miracles du jeu vidéo, comme ça s'est vraiment produit, parce que le jeu à sa sortie, bah, c'est clairement un accident industriel. Le jeu aurait dû mourir. Euh, moi Ça, je m'en qui souviens par contre. voilà, c'est une histoire de fou. Euh, pour situer un peu les choses, moi je suis un joueur de Final Fantasy XI, donc qui était le précédent MMO de Square Enix, sorti au début des années 2000 sur PC, PlayStation 2 et plus tard sur Xbox 360, si je dis pas de bêtises. Euh, et du coup, bah forcément, comme beaucoup de joueurs, FF11 était un très beau succès de l'époque, hein, c'était un peu le concurrent de WoW pour un peu la période des années 2000. Et donc Square Enix a annoncé en 2009 en disant ben, on va ressortir un nouveau MMO parce qu'il fallait un peu renouveler. Il y avait quand même à avoir un début de départ des joueurs de FF11.
Et comme tout le monde sait, un MMO à abonnement, ça rapporte beaucoup d'argent à son développeur. Donc ils annoncent donc Final Fantasy XIV. Le jeu sort en bêta, j'y ai accès. Et alors là, c'est un peu le drame. C'est un peu le drame parce que je me souviens de l'époque, donc c'était un peu avant 2010, hein, l'été 2010. Mhm. Le jeu, c'était tout ce qu'il ne faut pas faire en fait dans un MMO et qu'on a vu, mais dans l'histoire du jeu vidéo partout, plein de MMO sortir comme ça. Pas de contenu, le moteur 3D qui rame, l'interface pas du tout ergonomique et qui rame, le joueur qui est lâché dans la nature, des quêtes FedEx en veux-tu en voilà, des zones avec du copier-coller de partout, enfin retrouver des textures, voilà, 7, 6, 7, 8, 9, 10 fois dans une zone minuscule. Bref, grosse inquiétude. Et finalement, le jeu sort fin septembre 2010. Et donc là, là c'est le torrent de caca. Voilà, clairement, hein, voilà, je m'en souviens de ça. Un vrai scandale, quoi. Tous les joueurs, tous les fans de FF11 qui sont débarqués ont dit mais qu'est-ce que vous avez fait? La période d'essai gratuite a été reportée plusieurs fois jusqu'en décembre, où, chose extraordinaire, le PDG de Square Enix à l'époque, Yoichi Hada, s'excuse publiquement, tout simplement, ce qui est une chose assez rare, mais bon, au Japon, c'est la norme. En général, quand de reconnaître leur tort, mais quand ça devient énorme, ils vont à la télé et voilà, ils font Dogeza, on s'excuse. Et puis on annonce qu'on va prendre des mesures. Donc ce qui s'est passé, c'est que le producteur et réalisateur ont été tout simplement virés. Hein, et on a nommé Naoki Yoshida comme nouveau producteur et réalisateur du jeu, avec comme ambition de relancer le jeu. Donc autant dire qu'un jeu qui se retrouve en période d'essai gratuite, renouvelé, puis passe en free-to-play, enfin voilà, en jeu gratuit. Un MMO, tous les jeux qui passent en free-to-play, on sait à peu près tout ce qu'ils sont devenus, hein, donc globalement, à part certains jeux un peu exceptionnels, la plupart ils ont tous crevé, quoi. Donc c'est la fin en général. En général, c'est la fin. Quand un jeu passe en gratuit, des jeux à service ou un MMO qui était en abonnement payant à l'origine, en général, c'est que les ventes sont pas là, il n'y a pas de joueurs, on le passe en gratuit en espérant que ça va pas revenir du monde, puis en général, ça finit par crever dans son coin, plus personne n'en parle. Donc là, ce qui c'est quand même, il y a eu un gros changement, et donc comme tu disais, voilà, pour un jeu japonais, c'est assez rare, c'est qu'ils ont annoncé tout de suite, on crée une nouvelle roadmap, on a compris, on va parler avec les joueurs, essayer de comprendre ce qui se passe. Et ils ont sorti une roadmap en disant on va essayer d'améliorer la version 1.0 et on va développer un nouveau jeu avec un nouveau moteur qui sera donc la version 2.0, Real Reborn, qui est donc la version qui est sortie ensuite. Et le mien qui s'est produit, c'est qu'ils ont réussi à maintenir à flot la version 1.0 et avoir quand même une communauté de joueurs dessus, en améliorant le jeu petit à petit, en créant tout ce que les joueurs avaient demandé. Et il y avait vraiment en plus à l'époque, je me souviens sur les forums officiels, une vraie discussion avec les community managers, les équipes de développement, pour faire remonter les informations, ce qui était très rare hein, pour des jeux japonais, encore une fois de plus. Et puis la version 2.0 qui sort finalement, entièrement nouvelle, en plus avec une transition dans l'histoire entre la 1.0 et 2.0, donc ils ont fait les choses très bien. Et le mien qui s'est produit, c'est que effectivement FF14 en version 2.0, gros succès. Alors gros succès, et donc là ça fait donc sorti en août 2013, donc, et là on est donc à la troisième extension qui est sortie il y a 2 jours, donc Shadowbringers, donc qui est la troisième extension officielle. Et je voulais parler de cela donc, parce que moi j'y joue beaucoup depuis toujours. Je suis maître de guilde d'ailleurs dans FF14. C'est un jeu qui est très bien, parce que comme je disais au début, quand vous êtes un joueur occasionnel, c'est un jeu qui vous permet de jouer une demi-heure, 3 quarts d'heure quand vous n'avez pas de temps, et avancer dans le jeu. Le jeu est très accessible, contrairement à peut-être à d'autres MMO, par exemple, je vais peut-être citer le pire jeu que j'aimerais pouvoir aimer, EVE Online. Voilà, c'est un jeu que je trouve incroyable, il se passe des choses de fou dans ce jeu au niveau de la géopolitique et de l'économie, mais c'est un jeu, il demande une implication qui est vraiment trop importante. Ah oui, extrêmement chronophage. Voilà, il faut être chômeur et célibataire pour pouvoir y jouer, quoi. Alors que FF14, donc c'est un jeu que vous pouvez lancer facilement. C'est un jeu dans lequel vous pouvez jouer seul en fait. Tu peux jouer seul à faire tes quêtes dans ton coin. Si tu veux grouper avec des gens, il y a tous les outils qui permettent de grouper automatiquement avec des gens. Et il y a toujours du monde, donc c'est facile de pouvoir faire des instances, des donjons à 4, 8 ou 24. Donc ça c'est plutôt pratique. L'ergonomie est très bonne. Au niveau de l'interface, on peut bien la configurer, etc. Ça c'est bien fait. On peut faire pareil de l'artisanat
Il y a des gens que je connais qui ne font quasiment que ça, qui sont passionnés par ça. Il y a une véritable économie, un système d'artisanat très poussé. Donc voilà, si ça vous intéresse pas d'aller farmer, d'aller faire des donjons, etc., vous pouvez faire de l'artisanat et faire de l'économie. C'est un jeu qui n'est pas bloqué au niveau des classes, c'est-à-dire qu'on peut faire toutes les classes du jeu. Donc là, contrairement à certains vieux jeux des années 2000, les MMO, une fois que tu as choisi ton personnage, tu as choisi ta classe, c'était tant pis pour toi, hein. Il fallait reroll derrière. Donc pareil, expérience aussi très rapide, les niveaux montent très très vite, hein, c'est voilà, fais ci, voilà, boum, t'as pris des levels. Et c'est à la fois un jeu très hardcore dans le sens où il y a du contenu pour les joueurs qui vraiment veulent du challenge. C'est pour dire, hein, il y a des contenus, ça s'appelle les défis extrêmes ou les raids sadiques. Donc ça peut geler sauge, hein, déjà moi je les fais pas personnellement. Hein, le cuir moustache et les fouets, etc. Non, moi je suis là pour m'amuser. Et donc là j'en parle parce que donc Shadowbringers sort et qu'on a un petit tournant dans le jeu, je pense, depuis à peu près peut-être un an, où finalement le jeu gagne énormément en popularité. Le jeu marchait bien, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien, moi je le vois, qu'il y a un gros morceau de joueurs qui vient de WoW, qui arrive sur FF14. D'accord. C'est-à-dire que les nombres de joueurs récurrents sur WoW est en train de, je vais pas dire s'effondrer, mais descend graduellement. En gros, il y a une extension, ça remonte, puis ça redescend. Et moi, je vois beaucoup de joueurs qui arrivent de WoW, des nouveaux joueurs, hein, et donc, alors que le jeu est quand même sorti maintenant il y a 5-6 ans. Donc, Oui, c'est ça, c'est que c'est pas un jeu récent, quoi. voilà, c'est-à-dire que théoriquement, il y a des pics un peu, etc. Là, on est en fait au plus grand nombre de joueurs que le jeu n'a jamais connu. Ce qui est quand D'accord. même, pour un jeu où on paye tous les mois 12 euros par mois quand même. Donc Ouais, c'est. Ouais. c'est quand même assez exceptionnel, je trouve. Et d'ailleurs, il suffit d'aller sur YouTube et de faire des recherches. Et il y a beaucoup de vidéos de joueurs de WoW qui expliquent pourquoi ils sont arrivés sur FF14, qu'est-ce qu'ils trouvent bien, qu'est-ce qu'ils ne retrouvaient justement plus dans WoW. Donc pour tous les joueurs un peu, effectivement, qui sont un peu perdus en termes de joueurs, jeux Heroic Fantasy, MMO avec une bonne communauté, FF14 c'est pas mal. Alors par contre, c'est pas dénoué de, entre guillemets, de points négatifs. Le premier, c'est que c'est un peu un vortex temporel, hein, c'est-à-dire que il y a C'est un MMO, quoi. c'est un MMO. C'est un MMO, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et le jeu est très, 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 comment dirais-je, généreux en termes de contenu. Surtout aujourd'hui, hein, pour un nouveau joueur qui arriverait, là, imaginons que demain tu veux jouer, tu ne sauras pas quoi faire. Tellement il y a de choses à faire. Tu peux pas dire je me connecte, je sais pas quoi faire. Il y a toujours des choses à faire. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais, pour les joueurs pas occasionnels, c'est pas mal parce que il y a toujours du contenu, il y a toujours des choses à faire. Tu peux te connecter en 30 minutes et 30 minutes avancer dans l'histoire, avancer dans ton artisanat, aller débloquer des instances entre guillemets secondaires. Il y a des histoires un peu parallèles à l'histoire principale, donc il y a des axes scénaristiques un peu différents, ce qui permet de voir des choses un peu autres. Il y a des mini-jeux, il y a des jeux de cartes intégrés, un peu comme dans Final Fantasy VIII pour ceux qui ont y joué à l'époque. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. Après, dans les choses qui sont un peu négatives, je dirais, euh, il faut payer tous les mois. Mais bon, ça, c'est pas vraiment un problème parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui de dire tu payes tous les mois pour ton abonnement à ton jeu. Mais au final, c'est pas très cher parce que 12 euros par mois pour un jeu où tu as beaucoup de contenu, c'est le prix de 2 pintes de bière à Bordeaux, une pinte à Paris. Donc au final, c'est pas si cher Et que ça, puis, quoi. et puis tout dépend de combien de temps tu passes, c'est toujours pareil. Voilà, c'est-à-dire que là, tu payes 12 euros, tu peux y jouer t'as beaucoup de choses à faire. Alors que si tu payes un jeu plein pot sur ta PS4, sur PC, voilà, tu vas payer 40, 50, 60 euros. Je suis désolé, mais il y a des jeux que tu vas payer 60 euros, tu vas passer 10 heures dessus. Le rendu temps-argent est pas toujours rentable. Ouais, bon, après dans le jeu vidéo, la notion de comment dire, de prix à la minute, c'est quelque chose que je trouve souvent débile, mais bon, pour les MMO, Disons que c'est c'est clair plutôt que dans le si c'est sens un. de la rejouabilité du jeu, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est un jeu qui effectivement. Ah bon. De toute façon, maintenir les serveurs, etc., ça demande quand même de l'argent, faut pas se leurrer. Même si je pense qu'ils sont bien bénéficiaires dans l'histoire. Oui, je pense, ouais. Mais bon, c'est le principe de l'MMO par abonnement. On peut pas avoir à la fois un MMO free-to-play
qui a tout, avec tous les débordements que ça fait derrière. En général, les modèles free-to-play, ils sont jamais très propres. Et se plaindre et avoir un truc à l'abonnement qui, j'imagine, n'a pas trop d'achats en dehors et se plaindre aussi, quoi. Aujourd'hui, dans FF14, les seuls abonnements qui en dehors te permettent d'acheter du cosmétique, tout simplement. Ah, quand même, il y a quand même des microtransactions. Il y a microtransactions. Il faut aller sur le site à part, qui est horrible en plus à naviguer. Donc déjà, ça décourage un peu d'y aller. Acheter, c'est un peu, c'est pas Amazon ou c'est pas la Fnac, hein, clairement. Donc déjà, dans le jeu, il y a rien qui est proposé. Il n'y a aucun moment, il y a un PNJ qui va te dire où tu cliques dessus, il trouve le navigateur ou je ne sais quoi. En tout cas, j'ai jamais vu ça, mais en tout cas, il n'y en a pas. Encore heureux, tu me diras. Encore heureux, enfin, tu payes tous les mois, donc c'est pas pour qu'en plus on te dise hey, viens acheter des skins, etc. Tu peux le faire à côté. Les prix sont d'ailleurs un peu abusifs, hein, personnellement. Moi, je paye pas 15 € pour avoir une tenue, enfin, personnellement, voilà. Les seules un peu choses qui peuvent porter un peu voilà, à débat, c'est des passe droit où tu peux acheter en gros pour avoir un personnage ou une classe directement à un certain level. Ou pour passer l'histoire par exemple. Aujourd'hui tu peux acheter des passes pour dire je veux en fait un personnage où toutes les quêtes de l'épopée jusqu'à level 50, 60, etc. sont faites. Afin d'accéder directement à la dernière extension. Donc, personnellement, moi je comprends pas trop cette logique dans le sens où tu vas passer à côté de tout ce qui fait l'intérêt un peu d'un Final Fantasy, hein, c'est l'histoire. Tu vas passer à côté de tout ce qui fait de la mécanique de ton personnage, de ta classe que tu auras choisi. Donc est-ce que ça te permettra d'être un bon joueur? Je suis pas persuadé. Après je peux comprendre que quelqu'un qui dirait moi je joue avec mes amis et tes amis sont tous en train de jouer à Shadowbringers et toi il faut que tu te tapes la 1.0, enfin la 2.0, la 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, la 3.1 et puis etc. jusqu'à la 5.0. Ça fait beaucoup de contenu effectivement et ça peut être un peu frustrant pour un nouveau joueur de se dire je peux pas jouer avec mes amis, enfin en tout cas je ne peux pas voir le contenu qu'eux sont en train de faire. Je peux comprendre. Après il y a la possibilité aussi d'acheter des classes entièrement à un level, ce qui là pour des joueurs comme moi qui sont déjà sur le jeu depuis plusieurs années, éviter de se faire en fait du farming pendant des heures pour monter ta classe au niveau où tu en as besoin. Ceci dit, on pourrait se dire quand je dis ça qu'en gros il faut farmer des heures et des heures, c'est pas le cas. Le jeu est suffisamment bien fait pour que les niveaux d'expérience montent très vite. Tout est mis en place dans le jeu pour qu'on a le choix de ce qu'on va faire pour monter en fait son expérience. Il y a des instances qui sont dédiées pour ça, on peut faire des donjons, il y a des bonus journaliers. Donc tout est fait en fait, ce jeu, c'est un jeu où tout est, je dirais, bienveillant et tout est fait pour rendre la vie du joueur facile. Et c'est pas bête, hein, ça permet en fait de garder le joueur un peu captif en disant t'inquiète, on va faire tout ce qui est en sorte pour que tu puisses t'amuser quoi. Et ça me paraît être une bonne chose, alors que moi qui viens de Final Fantasy XI, qui était totalement l'inverse, jeu très hardcore, où il fallait farmer pendant des heures et des heures, mais c'était à vomir de farm, c'était austère, avec une équipe de développement qui communiquait pas du tout avec ses joueurs, enfin c'était l'opposé quoi. Donc c'est là que vraiment, moi je trouve qu'ils ont vraiment évolué Square Enix, et on peut voir une évolution du jeu vidéo japonais, hein. C'est qu'on est passé du jeu vidéo japonais des années 90-2000 qui était très cloisonné, ils sortaient leur jeu tel quel et c'était tu l'apprécies tel quel et tu pouvais dire je suis pas d'accord, etc. Même si après effectivement on a vu quand même dans Final Fantasy XI une amélioration pour rendre le jeu quand même plus agréable, mais en même temps les joueurs partaient donc il fallait bien essayer de les récupérer. Mais dans FF14 c'est un jeu, par exemple toi typiquement malgré que tu aies des enfants, tu aies peu de temps, tu pourrais y jouer quoi. Tu vois, je dis pas que tu serais level 80 et que tu aurais tout fait, etc. Mais je connais beaucoup de personnes, en tout cas qui sont joueurs, qui ont des enfants, etc. et qui arrivent très bien à s'en sortir. Inconvénient, c'est que du coup, t'as pas le temps pour jouer à autre chose. Ouais, voilà, à choisir, je préfère jouer à autre chose. Voilà, c'est compliqué un peu de ménager un jeu, finalement un MMO, parce que ça prend quand même un peu de temps. Puis tu payes, donc tu te dis je paye, je vais y jouer quand même un petit peu. Et c'est un peu pour ça que j'ai aussi beaucoup de jeux encore sous blister. Et sinon, voilà donc. Oui, puis tu sais, ma critique générale des MMO, c'est que je trouve toujours que c'est des Diablo ralentis. Donc... Critique valable dans les années 2000, mais aujourd'hui je pense un peu moins. Mais, non, mais je comprends le point de vue, c'est un type de jeu un peu particulier.
Et sinon, après, ce que je peux dire aussi pour les gens qui qui aiment bien la musique, parce qu'on n'en parle pas assez et j'aime bien qu'on en parle, les musiques sont incroyables dans FF14. D'ailleurs, elles sont maintenant sur Spotify. On peut les écouter et c'est vraiment, les musiques sont folles. Donc Ah bah, je recommande j'irai vivement. écouter ça. Ouais, franchement, tout n'est pas parfait, surtout quand Mhm. les musiques sont sorties un peu du contexte, ça parle un peu moins. Mais il y a des morceaux quand même assez incroyables. Les musiques des défis en particulier. Il y a même du métal, donc c'est pour te dire. Ah bah, du coup, j'irai écouter 2 fois plus. Voilà, donc c'était une chronique un peu rapide, c'est compliqué d'en parler assez rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, hein. Le jeu est extrêmement massif. Il me faudrait des heures à en parler, donc j'essaie de faire au plus vite, mais voilà, donc pour ceux qui nous écouteraient, pour nos 4 auditeurs, euh, si vous avez envie de tester un MMO comme ça, je crois qu'il est gratuit sur les premiers levels, Mhm. je pense que c'est un très bon jeu pour s'y mettre. C'est un jeu qui est très accessible et très agréable. Et surtout, je finirai sur ça, avec une excellente communauté. Les Ah, gens c'est le sont. principal. C'est très important, les gens sont très bienveillants. C'est très rare que je tombe moi sur des gens. Des cons, il y en a partout, il n'y a pas de problème, on va en croiser. Mais les gens sont toujours très bienveillants, assez disposés à venir aider, donc ça c'est agréable parce qu'au final, on n'a pas envie de retrouver forcément les cons qu'on doit subir au quotidien dans ton jeu vidéo où tu es là pour t'amuser. Donc. Et là, ça va, c'est pas Mhm. trop le cas, donc c'est bien. Ok. Bon, bah écoute, ça m'a presque donné envie, dis donc. Ah bah super. Bon bah écoute, sur ce, on va passer à nos recos et nos coups de gueule. Et cette semaine, moi j'en ai un bon là. Je suis pas C'est content. vrai? Ouais, je suis pas Ah, content. Fight. Humiliation. Excellent. Holy shit. Ok Bruno, alors qu'est-ce qui t'a plu depuis le mois dernier ou qu'est-ce qui t'a énervé? alors qu'est-ce qui m'a plu et énervé à la fois? Moi, ça va se résumer à un truc principalement. Je rejoue à Hollow Knight sur Switch. Et, Ah, euh, et ça fait partie de mes jeux amour-haine, tu sais, un peu comme Subnautica le mois dernier, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. C'est un jeu que je trouve que j'ai envie d'aimer de toutes mes forces et j'en chie, quoi. Juste le jeu est très dur et je meurs tout le temps et ça me frustre. Voilà. J'ai quelques bugs aussi parce que je pense qu'un jour il faudra que je m'inscrive pour des programmes de bêta-testeurs tellement je suis capable de trouver des bugs dans des jeux qui sont censés ne pas en avoir. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, donc c'est comme la dernière fois, c'est un jeu que j'adorerais aimer et je le chroniquerai peut-être un jour plus en détail. C'est un très bon jeu, hein, on peut y aller, c'est un des meilleurs Metroidvania de tous les temps. Euh, c'est juste que je suis pas sûr qu'il soit complètement pour moi. Avec mes doigts carrés, je galère un peu. Voilà, c'était assez rapide, mais tu vois, c'est à la fois une reco, un coup de gueule, hmm. et c'est tout ça à la fois. Mais j'en parlerai dès que je ferai enfin cette chronique sur les Dark Souls. Mhm, Mais c'est des jeux il faut s'impliquer, et c'est des jeux qui sont punitifs, mais pas injustes. Donc effectivement, je comprends. Par exemple, on a un ami commun à qui j'ai offert Dark Souls 3 et qui trouve ça très bien. Pareil Bloodborne, mais qui rage dessus parce qu'il n'a pas la patience de vraiment s'impliquer pour dire bon, mhm. ok, comment il faut que je le fasse, etc. Et je comprends, hein, c'est des jeux qui sont pas pour tout le monde. Et je pense que Hollow Knight, c'est typiquement le Ouais, genre c'est de ça. jeu où Et, t'as envie de l'aimer. oui, bah, parce qu'il est magnifique et qu'il est hyper bien construit. Mais bah, parce que je retiendrai. Je crois que c'est quand même le jeu qui me fait une des plus grosses saloperies que j'ai jamais eu dans un jeu vidéo, hein. C'est-à-dire que t'arrives dans un passage hyper dur, etc., où t'arrives, tu vois enfin le point de sauvegarde. Il y a un mec assis sur le. Parce que c'est des bancs dans ce jeu-là, c'est un banc, et tu t'approches, et tu peux pas parce qu'il y a ce gars-là. Donc tu lui colles un coup d'épée, c'est un boss. Voilà. Ça, c'est vraiment un petit coup de pute quand même, Ouais, ça. et là je connaissais pas le pattern, et je suis mort, et du coup ça m'a renvoyé à Pétaouchnok, dans un endroit où j'avais pas encore trouvé la carte. Donc ne serait-ce qu'à les retrouver, parce que c'est comme dans. Tu dois aller retrouver ton. Pas ton cadavre, mais ton âme qui flotte là où tu es mort, pour récupérer ton argent. Et, et là, c'est à cause de ça, par exemple, que j'ai perdu toutes les économies de 3 heures de jeu. Parce que si tu remeurs en y allant, tu perds tout. Et voilà. Tu vois, c'est des moments où j'ai quand même envie d'envoyer la Switch très fort contre les murs. Euh, Mais c'est ce qui fait, moi, je trouve, un peu l'intérêt d'un Dark Souls. C'est justement parce que si tu alors, meurs d'un Dark et puis Souls, que tu n'arrives pas à retrouver tes âmes,
tu perds tout. Et donc en fait, tu es tout le temps en flip en disant est-ce que je Oui, vais sauvegarder ce que j'ai récupéré et le dépenser, ou est-ce que je prends le risque de continuer à avancer, trouver plus, mais potentiellement perdre tout ce que j'ai farmé. alors là, je suis d'accord avec toi, sauf que là, par exemple, cette zone-là, c'était une zone de progression dans laquelle je ne peux pas revenir en arrière, pour l'instant. Il fallait que je l'explore, que je trouve l'item pour pouvoir sortir. Et c'est une zone, clairement, d'une difficulté, c'est un gros pic de difficulté pour moi dans le jeu, et là, j'ai mis 3 heures à en sortir, j'en suis enfin sorti. Je peux pas dire que j'ai passé un bon moment dans cette zone-là, quoi. Je suis mort en boucle, enfin voilà. Bon, bref, c'est pas grave. J'en ferai une chronique. Ce sera mieux. Le jour où tu l'auras fini. Oui. Ok, ça marche. Écoute, bah, moi, il y a un truc, là c'était l'E3, on n'en a pas parlé. Non. C'était un E3 un peu de la transition, parce que donc, je pense pas que ça méritait une émission, ça aurait pu, mais il se passait pas grand chose, puisqu'on est entre. Voilà, ils ont annoncé la nouvelle Xbox, mais pareil, ce sera pas avant fin 2020. Sony avait fait quelques annonces avant, bon bref. Et donc, comme d'habitude, moi, il y a un truc qui m'énerve tous les ans à l'E3, même si cette année j'ai l'impression que c'est peut-être plus, ou c'est moi qui ai plus du tout de tolérance, c'est les trailers avec des cinématiques uniquement, de rendu. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que faire des conférences et montrer des jeux où finalement on n'a ni gameplay, ni même le moteur du jeu, ça revient à moi comme si je te parlais d'un film, enfin, on va te présenter un film et on te montrait le storyboard. Tu vois. Ça n'a aucun intérêt pour le spectateur de dire ok c'est cool, hein, on te montre le script, voilà, lis le script, c'est le résumé, voilà, le film sera ça. Okay, Oui. ça peut être cool, mais en tant que spectateur et en tant que joueur, ben, quand je vois le, le, le trailer de Tokyo Ghostwire chez Tango Software ou du dernier From Software, le Elden Ring, Mhm. je dis pas de bêtises, celui avec George Martin, Ouais. on voit strictement rien. Alors c'est très beau, hein, effectivement c'est super, c'est une note d'intention, mais voilà, tu sens que c'est plus un message pour dire aux investisseurs on développe un jeu, vous voyez, on va sortir un gros truc. Mhm. Mais pour toi en tant que joueur, moi personnellement, mais balèque total quoi. Ouais, alors après, moi, je comprends je comprends le principe de commencer la communication alors que t'as pas forcément grand-chose à montrer, parce que généralement quand tu Ça je annonces suis d'accord. et qu'une cinématique, l'avantage c'est qu'elle est pas, enfin, en général, ça changera pas. Le, enfin voilà, Oui. mais je suis, Disons que ça occupe le terrain. ça occupe le terrain, ça fait Ça parler veut de dire ton jeu. voilà, on a un jeu qui développe, on fait de la com, on parle, voilà, ça peut rassurer des investisseurs, ce genre de choses. Mais alors, Mais encore, voilà, ça je le comprends, je suis totalement d'accord avec c'est le système. Mais il y a un truc qui m'énerve derrière encore plus, c'est quand les journalistes disent derrière, après ils font des rapports à la conférence, et des journalistes que j'apprécie, etc., et qui disent voilà, je suis turbo hypé par le prochain jeu de chez From Software. Non, non. Comment tu peux dire ça? Tu es journaliste, tu devrais dire on n'a rien vu, ok, l'univers ça va être ça, bon, faudra voir, mais de dire je suis impatient, je suis hypé par ce jeu, je sens que ça va être énorme, non, je suis désolé, non. oui, mais Non. là, C'est. tu prends un exemple, tu parles de From Software. From Software, n'importe quel journaliste sera toujours hypé par un jeu From Software, tellement ils ont les Dark Souls et les Bloodborne c'est- à marteler les médias, enfin, à juste titre, hein, je pense que c'est des Oui, jeux extraordinaires. je suis d'accord, ils sont au top de leur réputation Voilà, c'est ça. actuellement, c'est vrai. Mais Tango Software, la boîte de Mikami, finalement, il présente sa nouvelle productrice qui a fait le buzz, enfin, plus personne dit ce mot-là, mais qui a fait, voilà, a été repris sur tous les réseaux Mhm. sociaux, sur Twitter en disant voilà, elle est super, elle est hyper enthousiaste pour son jeu, et c'est cool, hein. Ça fait plaisir à voir une femme Mhm. qui soit mise en avant comme ça, et Mikami qui s'efface un peu, je trouve ça super. C'était lors de la conf de Bethesda, Oui, tout à fait. Ouais. avec les alcooliques qui hurlaient, tu te rappelles? Oui, oui. Et, mais derrière dire, voilà, Tango Software, c'est un petit studio finalement japonais, bon, ok. D'aller dire d'ailleurs, oh, ça va être trop bien, etc. Ça, on n'en sait Ouais, rien. en fait, on sait pas quoi. On n'en Non, sait on sait. rien, on sait même pas ce que ça va être. Est-ce que c'est un TPS? Est-ce que ça va être un FPS? Est-ce que ça pourrait être un point and click, quoi. On n'en sait rien. Bah, le truc, c'est Donc, qu'en plus, ce genre de news, ce serait pas le 3, ce serait juste un encart sur un site de. Voilà. On te dirait, tiens, il y a un jeu vient d'être annoncé, quoi. On ferait juste une brève là-dessus et puis on n'en oui, c'est parlerait ça. plus. Je suis d'accord. Si tu n'es pas Kojima et qu'annonce Death Stranding en faisant une vidéo totalement cryptique et tout le monde va en parler en disant voilà, c'est le prochain jeu de Kojima, c'est son nouveau studio, ça va être énorme. On en parle parce que la personne a une réputation et il y a une grosse attente dessus. Mhm. Mais enfin, il y a plein d'autres exemples sur le salon. Il y a eu plein de vidéos qui ont été montrées, parfois avec le moteur du jeu, mais on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Donc moi, je suis un peu Non, je gavé suis pas par d'accord.
Voilà, par cette méthode de faire, finalement. Alors, il y a eu pire. Ceci, il y a eu pire quand même. Et on en a parlé donc la dernière fois, c'est avec Gear of Wars. À la conf Microsoft, ils ont présenté Gear 5, qui sort en septembre. On n'a vu aucune image de gameplay du jeu. Mhm. Alors personnellement, Gear of War 5, je m'en fiche totalement. C'est pas forcément ma cam. Mais se dire qu'un jeu qui doit sortir en septembre, qui est présenté mi-juin sur le plus gros salon de jeux vidéo du monde, et qu'on voit une espèce de vidéo un peu, un trailer un peu, je sais pas comment le confier, enfin, nul, parce qu'au final, ils ont voulu se la jouer un peu sérieux, un peu ténébreux, mais on voit pas de gameplay, etc. Ils disent ouais, vous pourrez venir sur le stand pour y jouer en multijoueur, etc. Super. Quel constat d'échec quand même. Ouais, C'est j'a- l'impression qu'ils ont honte de montrer leur jeu. C'est incroyable quand même. bah, je pense que Gear 5 va être comme Gear 4 avec un gameplay qui aujourd'hui est Similaire, je pense. voilà et du coup ils savent pas ils ont ouais, c'est pas impressionnant Gear 5 aujourd'hui. Donc ils ont Je pense préféré. que le jeu est très similaire du 4 et ils se disent bon ben si on le montre ça va faire vraiment un peu bon bah, du déjà vu, du réchauffé donc on Mm. le montre pas j'imagine. Et du coup ça En m'inquiète. espérant que Du coup ça m'inquiète d'autant plus. Moi perso, c'est- ah oui non, moi je trouve ça très inquiétant de la part de Microsoft sur sa grosse franchise de ne pas le montrer. Waouh, enfin bon, ouais, on est en fin de génération on donc verra bien. on verra bien. Et alors j'ai un deuxième coup de gueule Oui. et que je pense que tu partages aussi. Alors, je vais essayer de faire rapidement. Donc c'est à propos du podcast. Donc nous on est des nouveaux podcasteurs, hein. On n'a aucune prétention, on essaye de faire un truc un peu sympa, voilà, qui pourrait peut-être intéresser un peu les gens. Mais ce qui me met un peu hors de moi maintenant, c'est toutes ces plateformes qui se créent, ces applications, et qui vont pomper les podcasts gratuits, qui sont accessibles librement, et les mettre dans des plateformes fermées. Et je parle entre autres de Magellan, donc lancé par l'ancien directeur de France Radio. Mhm. Et donc ces gens-là, bah, du coup, ont créé une application en disant, bah, on va agréger des contenus, on en a récupéré chez, ça s'appelle Podcast, etc. Et tout mettre dedans. Ce qui en soi ne serait pas forcément un problème si c'est juste un simple lecteur, etc. Le problème, c'est qu'ils récupèrent les contenus sans demander l'autorisation ou quoi que ce soit. Et en plus, l'application est fermée, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire obligatoirement. Et derrière, ils annoncent en disant on va proposer des solutions de statistiques, etc. pour les, contenus, les créateurs, etc. Moi, je vois surtout en fait, un contenu fermé dans lequel on va prendre des produits, des contenus qu'on n'a pas produits, s'en servir derrière pour éventuellement peut-être faire de la pub, faire des accès d'ailleurs premium. Je ne sais plus dire, il y a une levée de fonds qui a été annoncée là récemment, je ne sais pas si tu Mais en l'as fait, vu, pour un autre concurrent oui, oui, qui a fait ça en disant il y aura une version payante pour avoir le contenu mais 100% mais c'est le cas de qu'ils ne produiront pas. Oui, mais c'est le cas de Magellan. Magellan, tu as une version plus qui est là pour les contenus de Magellan et, Mm. et qui en soi, s'il n'y avait eu que ça quand ils ont lancé leur truc, euh, bah, ils auraient eu personne. Parce qu'ils auraient eu trois pauvres contenus qui n'intéressent personne. Et donc pour attirer le chaland, ils ont dit on a 380 000 podcasts sur la plateforme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est choquant, c'est qu'on va utiliser le contenu d'autres pour se servir comme de produit d'appel C'est pour ça. son contenu Et, premium. Tu vois. et ça, c'est Et pas ça, c'est normal. scandaleux. Ça, c'est pas normal. Voilà. Ça pourrait, entre guillemets, moi je serais pas forcément choqué si le produit était ouvert. C'est-à-dire qu'on pouvait le télécharger là, sur son téléphone et directement accéder. Ce qui n'est pas le cas. Il faut créer Hmm. un compte. Et je te Donc, rappelle, et alors Magellan, c'est la version française, mais le pire à ce niveau-là, c'était Luminary, oui, tout à fait. qui se permettait même, lui, de modifier les flux RSS pour enlever, par exemple, alors ce qui n'est pas notre cas, hein, mais une page, les pages de Tipeee ou de donation, qui les enlevait et qui éditait le flux aussi pour virer le site internet du podcasteur ou ce genre de choses. Heureusement, Magellan fait pas ça, parce qu'il faut pas déconner quand même. Mais dans la démarche, ça reste enfin, encore une fois, nous, on n'a pas vocation à être un appel d'offres pour un autre service payant. Je... Oui, bien sûr. Nous encore, enfin, même si on fait quasiment pas d'écoute, on est tout petit On podcast, est un on tout débute, petit. on fait Puis ça pour voilà, s'amuser. Voilà, on est tout petit. Mais ça reste quand même choquant et je ne parle pas de tous les gros c'est ça. podcasteurs qui, eux, se font carrément prendre leur contenu et qui ont des milliers ou dizaines de milliers d'écoutes et qui servent de produits, finalement, d'appel pour des produits payants. Et alors, ce qui est encore plus choquant, donc Mm. du coup, bah, il faut les contacter. Donc j'ai dû créer un compte pour pouvoir les contacter, pour leur dire, bah, vérifier que notre podcast est dessus. Leur dire, je ne suis pas d'accord parce que nous, on est pour distribuer gratuitement et de façon libre notre podcast.
Ça fait donc aujourd'hui 5 jours que je leur écris, je n'ai pas de réponse à mon message. Donc il va falloir que je le réécrive. Non, mais Donc, je te rassure, hein, Pour nous quelques... Oui, vas-y, ouais, vas-y. mais puis, ça fait plus de 3 semaines que des groupes podcasteurs ont demandé le retrait et s'y est toujours. Hein. Et donc, Alors, voilà. Moi, ce que je vais faire, de toute façon, voilà, bon, pour nous, quelques auditeurs, passez par Spotify si vous voulez, iTunes, c'est pas de problème, parce c'est une démarche volontaire. On est allé sur ces grosses plateformes, mais c'est volontaire qu'on l'a fait. Mhm. C'est pour essayer de faire en sorte qu'on touche plus de monde et que ça facilite aussi la vie des Des gens. auditeurs. Voilà, tout simplement des gens. Donc passez plutôt par ça, allez directement sur le flux, avec le flux RSS sur le site, téléchargez le MP3, il n'y a pas de problème, faites ça. Mais ne passez pas par des plateformes fermées qui vous forcent une inscription, etc. Et surtout qui ne font que ça, et qui vont servir de ça. Donc, et quant à Magellan, je pense que là, bon, il y a eu quand même une sorte de lettre ouverte qui a été faite par des podcasteurs et qui est mise en avant en disant qu'on défend ce contenu gratuit et libre et qu'on n'a pas vocation à être récupéré. Ouais. Et qui d'ailleurs peut être Mais- retrouvé sur le site podcastouvert.fr pour ceux que ça Exactement, intéresse. j'allais le dire. Voilà. Pardon. Allez, oui, non, c'est ça, mais Voilà. c'est très bien, j'allais le dire. Mais donc, allez dessus, allez voir, vous allez retrouver tous les signataires, etc. Nous, on a signé. Et quant à Magellan, moi, à mon avis, je pense que ça va mal aller pour eux parce que moi, je vais leur réécrire de nouveau. Mais au bout d'un moment, s'ils répondent pas, ce sera lettre avec accusé de réception. Et puis, il y a le tribunal d'instance, c'est pas de problème. Je travaille dans le ministère de la Justice, c'est parfait. Voilà. Donc je connais les rouages de la justice, je sais comment faire, je sais comment saisir la justice. Donc si je dois y arriver à faire ça, et j'hésiterai pas à aller communiquer ça à tous les autres podcasteurs, je pense que ça va leur faire tout drôle, je pense. Parce que je pense pas qu'ils allaient retrouver en fait un tel blocage de la part des créateurs de contenu. Ah, mais encore une fois, ils estiment qu'ils rendent un service. Quand tu les écoutes, c'est ce qu'ils te disent. Ils te disent, mais comme ça, on fait découvrir votre podcast à plein de gens. Mais sauf que peut-être, parce qu'effectivement, le podcast, c'est bazar pour s'y retrouver. C'est difficile hein, C'est vrai. d'avoir de bonnes adresses de podcast. Soit, mais leur méthode, c'est pas la bonne. Voilà, comme je reviens, ils auraient fait une application ouverte avec une inscription optionnelle pour avoir le contenu payant, pas de problème. Vous êtes un agrégateur de contenu, et tant que vous ne touchez pas et vous ne collez pas des pubs avant, pendant, etc., pas de problème. Mais là, on est dans un circuit fermé, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire nos podcasts. Voilà, c'était mon coup de gueule, votre coup de gueule, je pense. Oui. Donc on va pas faire une émission parce que non. On pourrait en parler longtemps. Voilà, bah écoute. Bon, en tout cas, non, mais c'est important de remettre les choses là-dessus. Je pense que c'est important d'en parler parce que plein de gens ne le savent pas et comprennent pas la différence entre Magellan et le podcast. Pourtant, elle est énorme. Voilà. En philosophie. Ok, ouais, tout à fait. Bon, et bien écoute. Bon, voilà ce qui conclut cet épisode 4, l'épisode de la chaleur. Je sais pas pour toi, mais je crève de chaud, donc j'ai hâte pour aller me rafraîchir. Moi, ça va. Je suis dans le nord. Voilà, ouais, t'as de la chance. Bon, écoute, on se donne rendez-vous probablement, peut-être, il y aura peut-être un épisode spécial cet été. On sait pas encore. Tu vas parler de quoi, toi, si on fait pas de spécial? Ce sera donc du coup en septembre, et cette fois je parlais Dark Souls. Ça y est. Moi, cet été, je sais. On va en parler. Moi, je sais pas du tout. Là, je suis perdu. Je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai fait quand même la trilogie de Space, les 5 Gears of War et les 3 Metroid Prime. Là, je suis un peu. Ouais, on va voir. Je pense que dans Steam, tu vas avoir des choses à trouver. Je vais prendre les Sims. Non, je déconne. Parfait. Allez. Bon, allez, bon été à tout le monde. On se retrouve en septembre ou peut-être cet été, exceptionnellement. Et écoutez, à la prochaine. Ciao. Au revoir.